Bien entendu, les religions ont toujours été préoccupées, sont toujours préoccupées du contrôle des ventres. Euh, euh, elles ont un rôle aujourd'hui comme naguère qui est différent. Je pense que le catholicisme est en train de changer par rapport à cela. C'est le pape en revenant d'un voyage aux Philippines, je crois, qui devait être très très stupéfait, mais existentiellement, de voir 3-4 millions de personnes. C'est rare un individu qui traverse 3 ou 4 millions de personnes. Je pense que c'est une des premières fois qui traverse, il y a tellement de monde, une des premières fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un croise une foule de 2-3 millions de personnes et qui disait dans l'avion de retour, mais oui, ce sont des lapins finalement, et l'humain ne doit pas se reproduire comme des lapins. Donc il y a cette dimension-là, mais dans d'autres discours religieux, bien sûr, il s'agit de faire croître le nombre de personnes pour faire croître le nombre de fidèles. Et la démographie est bien sûr aussi comment dire, une puissance stratégique. Mais finalement, quand on voit quand on réfléchit aux problèmes démographiques, d'abord, on se dit que la catastrophe a souvent été annoncée et qu'elle n'est peut-être pas ce que l'on croit. Au sortir de la guerre en 1948, Aldous Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes, écrivait « Nous sommes 3 milliards 500 000 personnes sur Terre, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est la grosse alarme, nous n'arriverons pas à 4 milliards. » On est à 7 milliards, 8 milliards. Le tout, à mon sens, c'est pas la question du nombre, c'est la question de l'empreinte écologique, c'est la question de comment vivent ces personnes, de comment vivent ces personnes. L'Américain, le Bangladesh, par exemple, ont évidemment un rapport de 1 à 1000 quant aux déprédations environnementales. Donc il ne faut peut-être pas voir la démographie ni la population comme le problème lui-même, mais le mode d'existence de la population, donc les transitions énergétiques par exemple, dans lesquelles ces populations sont engagées. Mais sur les religions, bien entendu, elles ont un rôle très très important en tant qu'elles continuent à gouverner certaines mentalités, à jouer. Mais le problème, c'est qu'elles les jouent souvent de manière prosélyte et dans le mauvais sens. Oui, bonjour. Deux réflexions. La première, c'est que dans les transitions que vous avez évoquées, il y en est une qui touche à l'être humain intrinsèquement, vraiment, c'est le transhumanisme, avec les technologies poussées à l'extrême. Et là, il y a autre chose qui touche l'être humain, c'est l'éthique. Et moi, je suis frappée que dans toutes les discussions qu'on a autour de ces transitions, le mot éthique n'est jamais prononcé. Je ne l'ai pas entendu prononcer aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il est inapproprié dans ces circonstances-là, ou bien est-ce que c'est parce que nous avons un déficit de pensée, de l'éthique dans ces situations d'extrême technologie, je dirais. Ma deuxième réflexion, c'est que pour moi, une transition, c'est un processus. Et je me demande jusqu'où nous sommes équipés pour penser sur les processus et les accompagner. Alors moi, j'ai trouvé des outils très importants au travers de François Julien et de la philosophie chinoise. Agir selon le non-agir. Considérer que dans toute situation, il y a son propre basculement. Vous avez évoqué ce mot de basculement. Les transformations invisibles. Je crois que culturellement, nous ne sommes pas habitués à regarder l'invisible. On est habitué à penser des situations qui sont visibles et on n'a pas l'habitude de regarder entre les deux. Et moi, je crois que c'est une grille de lecture extrêmement importante, extrêmement utile, qui nous aiderait à penser ces transitions. Or, on n'est pas formé à ça. Moi, je ne suis pas philosophe, je vis dans le monde managérial, je suis une scientifique. Mais je me rends compte que dans les écoles, que ce soit à Paris ou à Bruxelles ou n'importe où ailleurs, on parle toujours avec des objectifs extrêmement précis, on oublie de laisser le flou, on oublie de transmettre ces concepts-là. Alors est-ce que pour vous, ce sont des grilles de lecture intéressantes pour penser et vivre les transitions? Oui, écoutez, d'abord, merci de cette intervention aussi précise et pertinente. Je crois que le transhumanisme est en effet la nouvelle idéologie qui dit nous avons les réponses à toutes ces questions. C'est-à-dire que vous voyez un peu les penseurs aux États-Unis qui théorisent le transhumanisme, c'est d'ailleurs des personnages un peu étranges qui sont au carrefour de
de la technologie, d'une sorte de nouvelle religiosité de la technique et de l'économie aussi, parce qu'ils sont au cœur de Google. Derrière Google aujourd'hui, la pensée, si pensée il y a de Google, c'est le transhumanisme. Et eux, ils prétendent avoir la réponse, une réponse qui a une certaine consistance et qu'il faut connaître si on veut la déconstruire et si on veut éthiquement pouvoir l'aborder. Juste d'un mot, le transhumanisme, aujourd'hui, c'est la réunion d'une conception très claire de l'économie, c'est-à-dire on n'a plus besoin de l'État, le réseau va faire le lien entre les individus, des individus de plus en plus connectés, bientôt connectés intérieurement, leur esprit va bientôt être connecté, donc les cerveaux vont être connectés, on n'a plus besoin de gouvernement, on n'a plus besoin de délibération, tout ça va se faire dans un automatisme, pour parler comme Bernard Stiegler. Donc il y a une solution économique, c'est le marché conjugué au réseau, et il y a une solution éthique et quasi médicale, c'est la transformation de l'homme, l'amélioration de ses capacités grâce à la technologie. Et là-dedans, l'environnement, bien entendu, on aura de toute façon d'autres planètes, on va aller ailleurs. Donc il y a un nouveau scientisme américain, mais qu'il faut pouvoir appréhender et dont on ne mesure pas ici l'importance. Il est derrière Google, il est derrière toutes les startups un peu importantes mondiales qui existent aujourd'hui, ont un socle transhumaniste intellectuellement. Et donc je crois en effet que nous, Européens, qui sommes un petit peu méfiants par ça, parce que nous avons vécu les catastrophes que la transformation ou l'idée d'un nouvel homme pouvait produire, avertis par cette histoire-là, nous la regardons d'un œil un peu méfiant, mais nous devrions être un petit peu plus armés intellectuellement et forger des outils éthiques, politiques un peu plus consistants pour opérer une déconstruction. Non, un marché, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une opération de régulation, s'il n'y a pas un État, on l'a vu, on le sait, et il faut en tirer les conclusions. Non, un homme ne peut pas penser s'il n'est pas distant des informations qui lui adviennent. Il n'est pas un robot, même si la science-fiction permet, et parfois la philosophie, d'imaginer un homme-robot. Donc voilà, en effet, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que les intellectuels, les philosophes aujourd'hui, considèrent un petit peu le transhumanisme comme un petit délire que les Américains, qui sont des scientistes, se font, sans mesurer qu'en réalité c'est un délire qui a beaucoup d'implications pratiques dont nous subissons aujourd'hui uniquement les conséquences pratiques, mais elles sont lourdes. Je ne sais pas si tu... Oui, tout à fait en phase avec ce que tu dis, et sur l'autre partie de la question de madame, qui était une question très riche sur les processus, vous mettez en effet le doigt sur une des difficultés qui est de penser ce qui est en train de se faire, penser les devenirs. Et finalement, notre pensée, puisque nous pensons avec du langage, est une pensée qui aime la stabilité. Nous pensons un état initial et puis un état final, et la transformation, la métamorphose, la transition justement sont beaucoup plus difficiles à appréhender. Or c'est cela que nous devons que nous devons penser, parce que un état final, je ne sais pas ce que cela peut être, on est toujours en phase de processus, et même la démocratie, mais nous vivons dans une démocratie, mais nous devrions peut-être plus dire que nous devons continuer à vivre dans une démocratisation. On n'est jamais assez démocrate. On ne peut pas dire ça y est, nous sommes démocrates. Non, il faut continuer à chercher à l'être. Et la mutation intellectuelle que la saisie de ces processus suppose et à laquelle elle oblige est à mon sens une mutation qui concerne la hiérarchie des fins et des moyens. Car souvent, l'humain pense les fins, voilà la finalité, voilà le but, et se dit quel est le moyen le plus adapté. C'était une question qui, naguère, était sans doute une bonne question. Quand il s'agissait de traverser la France, finalement, le but c'était de traverser la France, et le moyen, pour ceux qui avaient des chevaux, c'était de la traverser à cheval, et pour les autres, c'était de la traverser à pied. Notre époque est l'époque de la multiplicité des moyens. Quand nous devons traverser la France, nous pouvons choisir un tel et tel type de train, la voiture, à pied aussi, mais rares sont ceux qui le font, sauf quand ils traversent les Pyrénées, ou en avion. Bon. Mais chacun de ces moyens-là a un impact
économiques, environnementales différents. Donc c'est la multiplicité des moyens qui nous oblige à sélectionner entre ces moyens celui qui est le bon. Je crois qu'il faut peut-être un peu moins réfléchir aux grandes finalités, mais réfléchir de manière peut-être plus humble. Et dans les mouvements à la transition, on voit une véritable humilité, qui est l'humilité de celui ou de celle qui pense les moyens. Cela aussi est dans une philosophie asiatique, parce que c'est le chemin qui finalement fait le but. Gandhi disait, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Et il y a quelque chose de processuel, vous parliez de François Julien, je pense qu'il est inspirant par rapport à cela. Finalement, nous vivons dans une philosophie occidentale qui a été une philosophie très idéaliste, Platon, qui est une philosophie qui a épinglé les grandes finalités et qui a permis parfois les grands discours. Grands discours sur l'amour, oui, mais ce n'est pas les grands discours sur l'amour qui font l'amoureux quotidien, disons. Et l'amoureux quotidien se manifeste peut-être plus par les moyens de communiquer son attachement que par les grands discours. Il y a cette humilité-là dans la transition, qui est une humilité qui a pris acte du caractère éminemment processuel et politique de chacun des choix des moyens que nous utilisons.